On va commencer. Merci d'être là, d'être venu pour ce deuxième meet-up de l'année avec le MTG Lyon et en collaboration avec Microsoft qui donne les locaux et Selenza aussi qui sponsorise la soirée après. Donc aujourd'hui, on va parler de Fabric et de l'interaction entre Power BI, Power Apps et Fabric. Donc MTG Lyon et Selenza Sud-Est. Donc le MTG Lyon, on fera double synchro et puis voilà. Donc le MTG Lyon, donc on est une association lyonnaise qui est liée au réseau MTG France et en fait on anime des meet-up, on essaie de le faire une fois par mois et donc vous pouvez vous abonner à la page LinkedIn si vous le souhaitez. Là vous aurez les différentes annonces des différents meet-up. Donc on a aussi un deuxième lien, c'est le Discord de la communauté française Microsoft. Donc il y a tous les MTG de toutes les villes de France où on peut discuter. Il y a les gens de Microsoft qui sont sur ce Discord, donc vous pouvez aussi échanger avec les personnes de chez Microsoft, les personnes qui travaillent sur les produits ou en tout cas avec les gens qui travaillent chez Microsoft France et les experts de la communauté, des différentes communautés locales. Coralie. Donc, il y aura Les intervenants? Et je suis aussi Selenza et aussi organisateur du MTG Lyon avec Adrien à la captation. Alors, Fabric. Donc, on va le faire. Ouais, on va passer. Donc, on va avoir 3-4 thèmes. Enfin, il y en a, Donc, on va voir que c'est une plateforme analytique complète. On va voir la partie que ça veut dire l'excentrique et open architecture. La partie Office, c'est une intégration avec Teams. C'est le tour du sujet, donc on passera très très vite et on parlera aussi un petit peu de gouvernance, de sécurité de la donnée, etc. Donc c'est une plateforme end-to-end Data Fabric qui est faite pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme et on le verra au travers des slides. Donc aujourd'hui, en fait, dans les architectures data,
Donc on a une très grande diversité d'outils. On a de très nombreux acteurs, on a des modèles de licensing et surtout de pricing qui sont très différents. Donc là, c'est des exemples d'architecture que l'on peut avoir chez des clients où on va avoir du data lake, on va avoir du Synapse, du Power BI. Donc avec sur certaines architectures, on pourra avoir également de l'Oracle, de l'Amazon pour du stockage de données. Enfin voilà, on a un écosystème très large et en fait avec des technologies très différentes. Si on analyse un petit peu de plus près, en fait, un projet data, c'est souvent un certain nombre de choses. Enfin, on va toujours retrouver à peu près les mêmes choses. On va faire de l'intégration de données. On va retravailler cette donnée-là. On va la stocker. Dans d'autres flux, ben, on va vouloir l'analyser en temps réel pour réagir à des alertes, pour envoyer des mails, etc. Puis après, on va avoir aussi des cas d'usage où on va avoir de la data science, du machine learning. Et enfin, à la fin, donc on va faire de la data viz avec de la BI, enfin de la business intelligence. Enfin, c'est pas que de la data viz, mais c'est un peu le résultat que l'on va voir à la fin. On a du stockage de données, donc par la partie data lake. On a de plus en plus de data lake dans les organisations. Et enfin, on a des problématiques au niveau de la gouvernance et de l'administration, qui accède à quoi, qui a le droit de voir quoi. La réponse de Microsoft est un petit peu, enfin pareil, aujourd'hui, la réponse de Microsoft, donc Microsoft est positionné sur l'ensemble des briques d'une data platform et avec des outils qui sont divers, avec des expériences qui sont aussi diverses. Donc, ce que je dis des nouveaux, enfin plein de produits. Alors, il y en a qui sont en PaaS, d'autres qui sont en SaaS. Enfin, pareil, plein de modèles de facturation différents. Quand je veux jouer, je sais pas si vous avez fait un peu de projet Azure et si vous voulez chiffrer en fait combien va coûter une data factory ou un Synapse, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ça c'est un peu le constat que l'on va avoir. Donc sur la partie, en fait, la réponse de Microsoft, la problématique, c'est Fabric. C'est-à-dire que c'est un seul modèle de facturation. On va payer le stockage, le compute. Et dans Fabric, on va répondre à différentes problématiques métiers, enfin, du métier de la data. Donc la data intégration, du stockage, de la data engineering, des data warehouse classiques, enfin, du real-time, etc. Et donc, on sera capable, avec une seule plateforme Fabric, de traiter tout le chemin de la donnée dans nos plateformes. Et on n'oublie pas la partie DevOps, un sujet aussi important. Donc, avec aussi un représentant de la team. Donc voilà, en fait, pour faciliter tout ce qui va être les déploiements et notamment aussi collaborer ensemble. On est plusieurs à travailler sur un rapport Power BI, ça peut être un peu compliqué. Le Fabric, en fait, se veut être centré utilisateur. Donc on va avoir sur une seule interface unifiée qui s'appelle Microsoft Fabric, différentes expériences. En fait, chaque expérience va répondre à un métier un peu particulier. Power BI, ça va être les métiers de data analyst. Data Factory, Synapse Data Engineering, on va plutôt adresser les data engineering. Le warehouse, ça va être le stockage. Le real-time analytics, ça va être aussi les métiers de data engineering plus sur du temps réel. Et enfin, on va retrouver nos amis data scientists avec l'expérience Synapse Data Science. La volonté de Microsoft, en fait, avec Fabric, c'est de retrouver l'ensemble des outils de la data dans un seul espace. Et en fait, avec aussi une facturation ultra simplifiée parce qu'on va payer du compute, donc on va de 300 à 300 000 euros par mois en fonction de ce qu'on choisit. Et on va payer du stockage aussi à quelques cents. Donc la data, la partie data integration, donc on va retrouver en fait les expériences classiques d'ingestion de la donnée, de la transformation, de la réplication. Tout bêtement, si vous connaissez Azure Data Factory aujourd'hui, en fait, on va le retrouver dans Synapse. La seule chose, c'est qu'on ne va plus aller dans un portail Azure, on aura dans notre portail à Power BI. Donc maintenant, c'est powerbi.microsoft.com, mais je pense que c'est un fabric.microsoft dans une seule adresse.
sur la partie data engineering, donc on va retrouver en fait ce qu'on appelle l'expérience Synapse Analytics. Je ne sais pas si vous connaissez, donc on a aujourd'hui Azure Synapse. Dans Fabric, ça devient Microsoft Fabric Synapse Analytics. On va retrouver le même produit, mais avec ce produit-là, on va pouvoir avoir différentes expériences. Soit on va avoir une expérience où on va avoir une affinité avec les outils, avec les interfaces utilisateurs, donc on va plutôt utiliser les data pipelines et les data flows qu'on retrouve aussi dans Data Factory et également dans Power BI. Ou sinon, on a une approche un peu plus basée sur le code, donc avec les notebooks classiques, Spark, avec à la fois les expériences PySpark ou les expériences Spark SQL. Donc tout ça, en fait, dans la même interface. Comme on peut aujourd'hui le faire dans Synapse, mais là, en fait, on va le retrouver à côté de Data Factory. On n'a plus besoin de gérer la partie, ce qui est provisioning du service. On a également aussi donc deux expériences Data Warehouse, donc la partie Lakehouse, qui va être basée sur des fichiers Delta Parquet, très orientés, Big Data, mais pas que. On en trouvera, à mon avis, je pense, de plus en plus. Et l'expérience plus classique avec Synapse Data Warehouse, c'est l'ancien Data Warehouse Microsoft, mais qui est repris ici parce que, il y a encore des cas d'usage dans l'industrie pour pouvoir l'utiliser. On a une expérience plutôt SQL. Là, on est plutôt sur une expérience un peu plus moderne. À la fois, on va mixer du Spark et du SQL. La partie Real-Time Analytics, donc on va avoir un troisième type de stockage qui s'appelle le Custo Query Language Database. Custo, c'est le langage, si vous avez un peu joué avec les infrastructures Azure, qui est derrière tous les requêtages qui sont dans Log Analytics. Vous voulez faire, en fait, si vous collectez en fait, tous vos logs dans cet outil-là, en fait, vous utilisez du KQL, du Custo. Donc voilà, c'est aussi utilisé dans SharePoint. Et donc, on pourra utiliser ces bases de données à la fois dans Power BI, dans des query sets classiques, enfin, notebook de requêtes. L'expérience data science, je vais passer assez vite, mais on va avoir donc à l'intérieur de Fabric, on va retrouver l'outil Azure Machine Learning, donc mais qui sera brandé Fabric. On pourra utiliser donc on pourra utiliser aussi comment ça s'appelle, Visual Studio Code, donc qui sera connecté à Fabric. Après, c'est pas du tout mon domaine de compétences, donc je passe assez vite sur cette partie-là. Et enfin, donc la brique en fait, et qu'on connaît tous plus ou moins, c'est donc Power BI en fait qui va être là pour la data vise. Donc on va avoir la double expérience Fabric Power BI. Quelques nouveautés en fait qui sont apparues avec Fabric au niveau de Power BI. Donc la première, donc c'est que comme tout produit Microsoft aujourd'hui, il va y avoir de l'intelligence artificielle et du GPT avec de l'Azure OpenAI. Il y a deux grands éléments qui vont être disponibles. C'est l'outil qui va permettre de créer des rapports à partir des jeux de données. Donc, avant, on avait des expériences où on pouvait avoir des exemples de visuels par rapport à notre jeu de données. Donc là, ça va être assisté avec GPT avec des résultats un peu plus pertinents que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc, et on pourra aussi donc, avoir avec des outils de Copilot, donc pour écrire du DAX avec des formules DAX un peu plus. On lui pose la question de savoir qu'est-ce que l'on veut faire en DAX et en fait, il va nous donner la requête lui-même. On aura juste à l'ajuster, si nécessaire, la tester, etc. Autre nouveauté importante, donc avant, on avait deux modes pour accéder aux données dans Power BI. On avait le mode Direct Query, on se connectait en direct aux sources de données, et principalement au cube, au Data Warehouse Lakehouse. Et donc, les requêtes étaient exécutées sur la partie Data Warehouse Lakehouse. Soit on avait un mode import où on importait les données dans notre Power BI. Et donc, on avait, donc voilà. Le premier mode, c'est on avait des données très fraîches, temps réel. Par contre, les changements du rapport sont un peu plus longs.
Le mode d'import, les rapports sont plus rapides, mais par contre, il faut gérer le rafraîchissement de la et on n'a pas de temps réel parce que on va la charger toutes les heures en fonction de nos besoins business. Il y a un troisième mode qui arrive avec Fabric, qui est le See-Through mode. L'idée, c'est qu'en fait, c'est un peu le remplacement du mode Direct Query. En fait, on va se baser sur le stockage OneLake et on va directement exécuter les requêtes sur OneLake avec les fichiers Delta Parquet. Et je pense qu'en fait, le mode Direct Query va disparaître au profit, en tout cas, va de plus en plus s'effacer au profit du site. Exactement. Oui. Plus ou moins, en fait, tu auras toujours la même chose de dataset. Tu pourras toujours avoir les mêmes types de requêtes que tu auras sur le direct mode. Mais par contre, au lieu d'exécuter les requêtes sur le cube, sur le Lakehouse, en fait, tu le rends en direct. Après, c'est des choses qui ne sont pas forcément disponibles dès aujourd'hui, parce que Fabric est en preview et beaucoup d'annonces. Il y en aura encore beaucoup, je pense, dans 2-3 semaines, voire un mois au moment de l'Ignite, la conférence Ignite, 14 novembre, voilà. Et donc, je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver et d'autres previews qui vont arriver. Mais ça, c'est les plans. On va sur powerbi.com et en fait, on a directement accès à Fabric. Sauf si les administrateurs l'ont désactivé. Mais après, je donnerai après la séance, si vous voulez vraiment tester Fabric sur des modes un peu. En fait, on peut le faire avec des sandbox Office 365. Et vous avez, dans Power BI, vous avez accès à l'essai Fabric qui dure 60 jours. On va faire un petit focus sur OneLake. Donc en fait, le OneLake, ça se veut être le discours marketing de Microsoft, c'est le OneDrive de la data. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller stocker toutes nos données dans ce OneLake. Donc on va séparer le compute du storage. Donc on aura deux niveaux de facturation différents. Le compute, ce sera avec la partie fabrique. On aura une partie fabrique et les unités de calcul fabrique pour la partie compute. Et sur la partie storage, c'est le stockage par gigaoctet stocké. On a différentes expériences pareilles sur la partie compute et sur la partie stockage. On peut stocker, c'est un data lake classique en fait, OneLake. Les fichiers que l'on veut, du CSV, du JSON, etc. Mais là où on tirera le mieux parti en fait de toutes les capacités de l'outil, c'est quand on stockera en format Delta Parquet. Donc c'est là où en fait toute l'architecture prend son sens, c'est-à-dire qu'on va stocker nos fichiers CSV, JSON, on va les interpréter avec du Synapse ou du Data Factory pour les transformer en Delta Parquet. Et là en fait on aura sur la même, on pourra se connecter avec toutes les sources de données avec différentes expériences encore une fois, donc soit avec du TSQL SQL classique, la requête qu'on joue tous les jours, du Spark SQL, du Costo et les cubes un peu plus classiques en Analysis Services. Et tout ça avec ce qu'on appelle le One Security, donc c'est-à-dire on va avoir toutes les capacités d'un data lake au niveau de la sécurité, savoir quel utilisateur a le droit d'accéder à quel répertoire au niveau du stockage. Il y a également aussi donc, une annonce qui a été faite et qui est déjà disponible en fait en preview, c'est les shortcuts, les raccourcis en fait. C'est-à-dire que sur certains jeux de données, en fait, on va pouvoir toujours bénéficier de nos stockages que l'on aura par ailleurs. On a déjà mis en fait tout un stockage au niveau d'un data lake. On ne va pas forcément le migrer vers OneLake, mais par contre, on pourra directement avoir des raccourcis au niveau de la OneLake vers notre data lake storage Azure.
Ça va être également vrai, et c'est déjà aussi disponible en preview sur les buckets S3 de Amazon. Ça va l'être au début d'année prochaine sur la partie Google. Et puis on le verra aussi avec Robin sur la démonstration à la fin. On l'aura aussi avec la base de données Dataverse, qui est la base de données de la Power Platform et de Power App. Enfin, Power App faisant partie de Power Platform comme Power BI. La sécurité et la gouvernance. Donc, Fabric est déjà disponible dans l'ensemble des régions Azure. Fabric répond à la contrainte, donc c'est EUDB, c'est dans le langage Microsoft, c'est EU Data Boundary. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'assurer que les données, on va choisir une région Azure, par exemple France centrale ou West Europe, les données vont rester dans la région que l'on a choisie. Et donc c'est compatible avec un ensemble de régulations diverses et variées, et notamment tout ce qui va être les traitements liés au RGPD. On est capable aussi, donc bon, on va sortir un peu du contexte, mais on peut stocker aussi nos données dans plusieurs régions. Donc on est en géographie. Faire gaffe, par contre, enfin voilà, il faut savoir où on stocke nos données et savoir où on les stocke en fonction aussi des pays où on les stocke. Comment? Ouais. Je pense qu'il y a les deux qui sont possibles. Mais voilà, enfin après, ça reste la data residency. Un autre point qui est assez important et que je trouve qui est plutôt pratique, donc c'est qu'en fait, Fabric va être accessible avec un seul private link. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus chez les clients, c'est qu'ils vont vouloir privatiser leurs ressources Azure, c'est-à-dire qu'elles ne soient plus accessibles sur les ressources, enfin sur les IP publics ou sur des adresses en public. En fait, chez des clients, en fait, on va devoir se connecter via des VPN, passer par des composants réseau, des proxys, etc., pour bien contrôler qui accède à quoi. Aujourd'hui, pour travailler dessus sur des plateformes, pour les nommer Synapse, en fait, c'est des sujets qui sont un peu complexes parce que on va devoir gérer en fait les accès à chaque ressource, du data lake, de Synapse, du Power BI. En fait, il va falloir gérer tous ces points d'accès privés. En fait, avec Fabric, en fait, il n'y en a plus qu'un seul. Ça va faire un petit peu moins de travail aussi. On peut blacker l'accès public aussi. Pareil, le garder vraiment dans une zone privatisée, le garder sur notre privé. Voilà. Et enfin, donc, ouais, on a aussi la restriction d'IP pour savoir qui a. On va retrouver aussi toute la partie contrôle d'accès avec les Workspace Fabric. C'est-à-dire que c'est les Workspace Power BI, typiquement, sur lesquels on va ajouter des personnes en fait, qui auront des droits en fait, sur les Workspace. Comme on peut le faire aujourd'hui, donc avec les différents modes Reader, Administrateur, on va aussi retrouver donc, dans Fabric la partie au level security. Bon, après, c'est un peu plus lié à Power BI, mais on accède à la ligne à laquelle on a le droit d'accéder. On aura le même modèle qui est en train d'arriver avec les colonnes. Même modèle que la partie au level security. On doit masquer, par exemple, on est sur un workload de données RH. Toute la partie, les données les plus privatives, comme les salaires, ce genre d'évolution, elles pourront être masquées aux utilisateurs qui n'ont pas besoin d'y accéder. Et ça va être l'heure de passer à la démo. On va parler de Power Platform. Et dans Power Platform, il y a Power BI. C'est une bonne nouvelle. Donc la Power Platform, Moi, comment j'aime bien la présenter aux personnes qui ne la connaissent pas forcément. C'est une suite d'outils Microsoft aujourd'hui qui est à destination tant de besoins IT internes qu'à l'externe, voire les moduler de manière assez complémentaire pour répondre à des cas d'usage business, métier, de workflow
ou même à l'extérieur avec Power Pages. Faire très rapidement la présentation, donc Power BI, solution d'analyse, de data viz. Power App qui nous permet de créer des applications low code, no code. Je dirais plutôt low que no. Donc permet de développer from scratch une application selon un besoin métier en se basant sur les briques d'en dessous. D'ailleurs, on peut se connecter à de la data, on verra ça tout à l'heure avec Robin. On peut faire de l'IA sur étagère avec AI Builder, où il y a énormément de modèles qui sont déjà prédéfinis et qu'on peut utiliser sur des cas, je dirais, d'usage habituel au sein d'une organisation. Dataverse, qui a un lien très fort aujourd'hui avec Fabric, avec de nouvelles annonces qui vont bientôt arriver, et PowerFX, c'est le langage Power Platform. On a Power Automate, ça me permet de faire un flow, c'est-à-dire un workflow, d'un point A à un point B avec des actions qu'on appelle un trigger. Et ensuite, une suite d'actions qui nous permettent de potentiellement manipuler de la donnée, de s'envoyer un mail. Bref, les possibilités sont assez... en tout cas, il y en a beaucoup sur Power Automate. Il y a vraiment besoin aujourd'hui chez nos clients au sein des sociétés de réfléchir à comment on pourrait l'utiliser au mieux. Moi, j'en découvre en tout cas tous les jours. Je me dis, automatiser telle tâche, telle tâche. PVA, Power Virtual Agent, c'est un chatbot, mais pareil sur étagère. Aujourd'hui, il y a OpenAI, on en a parlé, ChatGPT qui permet de faire du chat, du bot. Mais en tout cas, il y a certains services aujourd'hui, et notamment comme PVA, qui permettent de le faire à des personnes qui ne sont pas expertes de l'IA. Et surtout, de bénéficier d'un produit qui est un service managé, donc avec de la maintenance, avec du support d'MS, et donc beaucoup plus accessible que de l'IA générative from scratch. Et Power Pages, qui est aussi un outil, mais là orienté extérieur, de manière authentifiée ou non. On peut avoir accès à un site web en low code, no code. Très brièvement, Power App, c'est quoi? Moi, en tout cas, c'est la définition je dirais, qui m'est personnelle. En tout cas, c'est comme ça que j'aime bien la présenter. Donc, Power App, ça permet d'avoir un accès à la donnée facilité en démocratisant les sources de données. Et on le verra tout à l'heure. Robin a créé une Power App tout à l'heure pour interagir avec son dataset, avec ses données et le lier à Fabric. Et donc, ça donne le pouvoir au métier. Moi, ce que j'appelle métier, donc c'est toutes les personnes d'une entreprise, citizen développeurs et développeurs Power Platform, il y en a quelques-uns ici, de pouvoir créer des interfaces et de pouvoir interagir avec ces données, donc d'imaginer d'autres front-ends. Et enfin, donc, ça permet de construire et développer des applications pour des cas d'usage d'entreprise. Et j'insiste, la Power Platform, ce n'est pas uniquement pour des workflows à soi. On peut faire des applications d'entreprise et donc scalables, utilisées par non pas 2 users, mais beaucoup plus. Et ça ressemble à ça. Voilà. Là, on a mis des exemples et un vrai qui est en production depuis quelques temps par l'équipe notamment. Et donc, l'idée, c'est de montrer que c'est personnalisable. C'est du low-code, no-code, mais qu'on peut personnaliser. Et aujourd'hui, c'est une application en production chez un de nos clients qui est utilisée notamment côté banque, finance, assurance. Et donc, il y a des liens assez forts avec la Power App et Power BI. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de la data viz, on aimerait bien interagir avec sa donnée et pouvoir la modifier. Tiens, eh bien, aujourd'hui, donc ça, c'est un pattern d'architecture de Microsoft qui est utilisé, en tout cas, chez pas mal de nos clients, qui permettent de lier Power BI à Power App pour justement pouvoir interagir avec cette donnée plus facilement et la modifier. Donc, j'en crée, je la modifie, je la supprime. Donc, on peut créer des tableaux de bord immersifs, notamment. Et quand je parle d'immersion, c'est de se mettre à la place de son client, de se mettre à la place d'un business, d'un financier qui veut avoir sa compta, d'un sales, d'un marketeur, d'une personne sur le terrain aussi, qui a besoin, par exemple, d'un suivi de ses ventes, d'un suivi de ses bons de commande. Donc, les possibilités côté Power Platform sont assez énormes là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de data viz. Là, on va visualiser, on va faire des rapports. Alors, on est passé du monde très Excel où on va faire des rapports Excel, de rapports Excel pour au final avoir un chiffre à la fin. On appelle la business review.
cas, moi, c'est le premier cas d'usage que j'ai vraiment vu Power BI de manière extrêmement démocratisée, c'est je veux mes chiffres de manière consolidée. Bah, c'est pas si simple de les avoir. Donc, en tout cas, avec la Power Platform, ça permet à des personnes d'interagir avec la donnée et surtout de l'enrichir pour avoir, je dirais, de nouveaux cas d'usage. Et donc, vous pourrez voir à quoi ça ressemble avec Robin. Et donc, ça nous amène à une nouvelle manière de designer les applis avec un champ des possibles assez élevé. Ça peut être une Power App tout seul, ça peut être un flux Power Automate tout seul, ça peut être les deux. Ça peut être, je ne sais pas c'est AI Builder, ça selon. Ouais. Donc de l'AI Builder avec une plugué sur une Power App, du Power App, Power BI avec Power App, du PVA. Alors, en fait, aujourd'hui, on voit nos clients vont utiliser ces technologies et nous, on le pousse, en tout cas assez fort, d'utiliser ces technologies pour réfléchir à des nouveaux usages et utiliser le développement spécifique en bas, donc le dev custo, c'est cher. En bas, donc là, c'est un schéma très orienté Microsoft, donc avec certains services Azure, mais pas que. On fait aussi du Salesforce avec Power Automate, notamment. Donc ça, c'est le petit logo Dataverse, Logicap, APIM, Azure Function Data Factory. Du SQL on-prem, on peut interagir. Donc en tout cas, il y a des possibilités assez énormes de la Power Platform d'interagir avec des systèmes existants. Et donc, 1000 connecteurs, voilà. Bah, tu vois, je ne connaissais pas le dernier. Donc s'il y a autant de possibilités, s'il y a 1000 connecteurs, autant de possibilités de faire, des applications et avec ces connecteurs aussi, on n'a pas fait de slide là-dessus. Et l'intéressant des connecteurs Power Platform, c'est qu'ils sont managés par l'éditeur. C'est-à-dire, c'est pas à nous de créer la connexion et en fait, quand il y a de la nouveauté, bah, ça tombe. Bah, là, aujourd'hui, c'est maintenu par l'éditeur, ce qui permet de faciliter l'accès à la donnée. Nous, on va s'occuper à que cette donnée transite bien, mais ce n'est pas à nous de faire évoluer le connecteur qui est côté MS ou côté aussi tierce, parce que le connecteur Salesforce est publié par l'éditeur et permet de sortir, de travailler avec la donnée du CRM. On va avoir 3 cas d'usage ultra rapidos sur Dataverse et Power Platform. Le premier, c'est les fameux shortcuts que présentait Romain tout à l'heure. Donc, c'est un raccourci et non une copie. On a fait beaucoup j'ai eu quand même pas mal de réflexions sur la donnée, d'avoir la possibilité de juste cliquer, de faire un raccourci. Robin aura la difficulté, enfin la tâche en tout cas de montrer que c'est assez simple de donner accès sur Fabric, donc sur le Data Lake, à des données orientées Power Platform. Dynamics 365, j'allais le faire en anglais. Donc c'est le CRM de Microsoft pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est le CRM qui permet d'interagir avec donc je dirais, proposé par Microsoft et forcément, de leur côté, ils vont pousser une intégration extrêmement native avec Fabric. Donc en prérequis, en tout cas de ce qu'on a vu, c'est besoin pour l'instant d'une licence Power BI Pro, mais ça évolue, ça reste en preview, donc il y aura forcément des évolutions côté licence. Merci d'appuyer en même temps, Romain, j'avais zappé. Il y a aussi donc la possibilité de créer des tables virtuelles. Donc c'est un accès facilité, c'est comme ça que je le traduis en français. C'est un accès facilité à des systèmes tiers, notamment SharePoint et SQL Server, pour éviter en tout cas d'avoir la complexité de galérer à créer une connexion avec ces systèmes. On crée une table virtuelle qu'on va insérer sur... là, c'est un écran Power App. Et pour information, Power App est disponible sur énormément de licences Microsoft à partir de E3, notamment, mais il y a quand même pas mal de tests qu'on peut faire. Donc, du moment où on a une licence Outlook, on peut s'amuser avec au final, en partie. On peut tenter, puis il y a énormément de versions d'évaluation pour tester. Je crois qu'il y a aussi une version dev qui permet de faire pas mal de choses avec. Donc, en tout cas, Microsoft a fait en sorte que cette technologie puisse être accessible et non pas réservée à des grandes structures.
notamment. Et donc, on peut quand même tester pas mal de choses, même si on ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça permet de faciliter les cas d'usage. Et pour finir, c'est le fameux Azure Synapse Link for Dataverse qui est déjà beaucoup utilisé chez nos clients pour lier Dataverse donc à Synapse Analytics. Et pareil, là, ça offrira une intégration directe entre Fabric et Power BI, aucune copie de données, donc forcément un gain de temps extrêmement élevé. Et donc, le système va créer un lakehouse, donc Azure Synapse, avec les données, un point de terminaison SQL et un jeu de données pour Power BI. Donc, c'est assez puissant et c'est déjà un outil en prod chez beaucoup de clients qui font aujourd'hui du Synapse. Et donc, il y aura des évolutions pour l'arrivée de Fabric qui intègrent la plupart des produits de Synapse à l'intérieur. Hop, je vais passer celui-là. Et pour finir, donc ça, c'est un schéma officiel, j'aime bien l'utiliser. C'est le schéma officiel de Enterprise BI, donc c'est le pattern d'architecture proposé par MS quand on fait de la BI, quand on va voilà, travailler avec de la data vis. Donc on voit toutes les étapes, c'est assez intéressant. Sachez que sur MS Learn, notamment, où la doc de Microsoft est ouverte à tout le monde sur Internet, il n'y a pas besoin d'avoir un, un compte pour y accéder. En fait, ils publient tous ces patterns d'architecture au plus grand nombre pour diffuser aussi le savoir. Donc ça, c'est un officiel qui est utilisé chez pas mal de clients. Demain, qu'est-ce que ça sera? On ne sait pas. Et c'est ça l'intérêt. C'est de se dire qu'avec l'arrivée de Fabric, ça va grandement évoluer la manière dont on travaille sur la BI aujourd'hui et l'interaction avec les développeurs Power Platform comme nous, mais pas que. Les développeurs aussi spécifiques, Custo, ProDev, ça dépend des noms. Mais en tout cas, il y aura une évolution forte et ça sera intéressant de se mettre dedans parce que demain, ce produit arrivera, donc challengera le marché. Voilà pour moi. Demo time. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on avait eu à l'approche en fait par persona. Donc c'est la page d'accueil Fabric au niveau de l'adresse. Donc aujourd'hui, c'est app.powerbi.com toujours. Je pense que ça change dans les en, en, en disponibilité générale. Donc aujourd'hui, en fait, on peut cliquer sur le Fabric ici. On retrouve en fait les différentes expériences qu'on a vues, donc Power BI, Data Factory. Pas trop parler de Data Activator, mais en fait, donc c'est très très jeune. Ça permet en fait de générer des alertes sur la donnée. La partie Data Engineering, donc on va retrouver toutes les expériences en fait liées à Synapse sur le Data Engineering, Data Science, stockage Data Warehouse et le Real-Time Analytics. Donc le premier cas d'usage que j'ai testé, en fait, alors j'en ai testé deux, j'ai testé Data Factory et Power BI. Donc Data Factory, vous connaissez ou pas trop? Donc c'est un outil en fait c'est un outil ETL qui va être utilisé en fait pour charger la donnée. Là en fait j'ai utilisé l'interface utilisateur. Donc en fait alors le notebook c'est derrière parce que c'est un notebook. Et typiquement quand là j'ai voulu chercher ma donnée, donc j'ai mis des fichiers CSV sur un compte de stockage Azure. J'ai lié mon compte de stockage à mon Fabric. J'ai spécifié le chemin du fichier. On peut voir le contenu, les 10 premières lignes du fichier. Et ensuite, après, j'ai sélectionné ma destination et donc j'ai choisi Lakehouse et donc le nom de mon Lakehouse avec une table. J'ai en fait un mapping entre les différentes colonnes. Voilà, ça, on peut le faire quasiment. Donc là, c'est des trucs très basiques. Basiques. On prend nos fichiers, on les stocke, c'est des fichiers CSV, on les stocke dans un lakehouse. Et le notebook, en fait, c'est un peu de code, c'est juste pour faire de la suppression de lignes dans l'état pour que mon pipeline soit rejouable. Donc, une fois qu'on est ici, donc on va rebasculer dans Power BI. En fait, on va avoir la vue One Lake Data Hub.
Donc, on va avoir toutes les sources de données qui seront disponibles en fait au niveau de OneLake. Donc, on va retrouver les datasets Power BI, mais là, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la partie Lakehouse. Donc, ça, c'est le Lakehouse de Robin, la deuxième partie de la démonstration. Ça, c'est le Lakehouse que j'ai mis en place pour cette démonstration-là. Donc, quand on l'ouvre, en fait, on va retrouver en fait les différentes tables en. Donc, on voit qu'il y a des tables et on a un petit triangle ici. Ça veut dire que ce sont des tables qui sont en delta parquet. En fait, le delta parquet, c'est un mode de stockage. J'en ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas forcément expliqué ce que c'était. Et c'est une évolution du format parquet qui est en fait c'est un fichier où en fait on va stocker toutes les données d'une table. L'avantage du delta, c'est qu'en fait on va avoir en fait on va avoir à la fois les modifications de la donnée et le stockage de la donnée. Donc on aura dans deux fichiers en fait c'est un peu, enfin c'est une vraie base comme on pourrait avoir sur de la base de données SQL classique, on a de données, des fichiers de log. En fait, on retrouve en fait toutes les opérations qui ont été. Donc là, on peut voir les différentes données, donc juste en cliquant. Donc au niveau de OneLake, on verra les données que l'on aura ici. Et si on veut jouer un petit peu plus sur ces données-là, en fait, on peut ouvrir des notebooks. Donc, je vais en ouvrir un existant. On choisit le langage que l'on veut. Donc, moi, j'ai choisi Spark SQL, mais on peut faire du R, du Scala ou du Python, en fonction de ce qu'on veut faire. Moi, j'ai choisi du SQL. Et en fait, alors le langage, c'est pas tout à fait le SQL classique qu'on connaît dans SQL Server, mais il est un petit peu adapté. On peut faire des opérations principalement de sélection. Et quand on veut analyser nos jeux de données, donc là, je regarde les 100 premières lignes de mon modèle, de mes modèles de produits. Là, c'est un petit peu long parce que l'agent, en fait, l'agent, en fait, démarre, donc c'est un SQL endpoint, donc le temps qu'il démarre, donc les premières requêtes sont un peu plus longues. Et on voit les résultats comme on pourrait l'avoir, et puis on peut faire des requêtes avec des. Donc, hop là, on va retourner dans Power BI. Donc, on retrouve en fait les workspaces Power BI classiques. Donc, cette fois-ci, on va avoir un petit peu plus d'éléments que ce que l'on aurait dans un Power BI. On va retrouver ce qu'on a montré, donc le dataset par défaut, mais on va surtout avoir le Lakehouse, les références vers le Lakehouse, le SQL endpoint donc pour l'exécution des requêtes. On va retrouver nos notebooks et puis on va aussi retrouver nos datasets classiques Power BI. Donc là, moi, j'en ai un qui est sur celui du rapport, donc ça s'appelait le AdventureWorks, donc c'est la base de données Microsoft de test qui est montée en fait dans Fabric. Et donc, on aura un dataset comme on peut le voir sur les datasets Power BI. Donc, on a toutes nos tables, on peut créer des rapports. Et ici, donc là, on a le rapport donc, qui a été fait sur le jeu de données. Donc, alors les données datent de 2011 à 2014 dans le jeu de données que j'ai trouvé, mais on peut filtrer, on va trouver toutes les capacités de Power BI. Donc là, les données, en fait, on est en direct sur les données du Lakehouse. Et c'est plutôt rapide. Enfin, quand je le faisais tout à l'heure sur mon PC avec Power BI Desktop, et les rafraîchissements étaient beaucoup plus longs. Là, c'est presque instantané. On retrouve toute la vitesse qu'on pourrait avoir dans le service. On peut passer à ta démo. Est-ce que vous avez des questions sur là? Du coup, moi, je vais vous présenter la partie Power Platform, surtout la partie Power Apps, parce que là, pour l'instant, on a beaucoup de théorie. La partie démo, c'est cool aussi. C'est un peu plus simple des fois pour mettre des images sur des mots. Pour vous montrer un peu la partie Power Apps, concrètement, tout à l'heure, on parlait de conception d'application. Ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est une application Power Apps. C'est une application qui a été faite justement pour la démonstration, qui répond à un cas d'usage que j'ai déjà rencontré chez un client, qui était simplement de pouvoir déclarer des visites sur site. Par exemple, un client avait
3 usines et des fois, il allait faire visiter les usines à certains de ses clients. Il avait besoin d'aller déclarer que tel jour, il allait avoir une visite, déclarer le nombre de personnes qui allaient intervenir et après aussi d'aller envoyer des approbations à des managers. Là, cette application, elle permet tout simplement de dire, OK, je vais déclarer une nouvelle visite en mettant une date de début, une date de fin, de dire quel site je vais renseigner, le nombre de visiteurs, les équipements qu'il va avoir besoin et les personnes qu'on va valider. Ça, c'est une application qui n'est pas trop complexe. Ça, en termes de temps de développement, on est sur 2-3 heures de temps de développement. C'est une application qui est composée simplement d'une seule page. En fait, là, si vous voyez sur le côté, une espèce d'arborescence dans laquelle je vais retrouver ma page avec différents conteneurs et à l'intérieur, je vais retrouver certains des composants. Par exemple, ici, je vois mon formulaire dans lequel je viens saisir ma donnée. C'est simplement un item que je viens déposer sur ma page dans un conteneur spécifique. Un peu du drag and drop, où du coup, à l'intérieur, je vais venir pouvoir récupérer des composants et les déposer du coup à l'intérieur dans l'application. Et puis après, je vais rajouter du coup du code par-dessus, le fameux langage PowerFX, pour aller du coup accomplir des formules. Et cette application, en fait, tout simplement, va permettre de faire de la saisie, consulter mes données aussi. Et après, ces données vont être stockées dans des tables spécifiques, dans ce qu'on appelle le Dataverse, juste après. Je fais juste une petite démo de l'application pour vous montrer à quel point c'est simple. Simplement, je clique sur le bouton New, renseigne du coup une date de début, une date de fin. Je dis OK, je vais faire une visite le 26. On va commencer à 9 h et on va rajouter ça. On finit ça à 11 h. Là, l'écran que vous voyez, c'est un exemple d'écran que j'ai créé, mais c'est quelque chose qu'on crée à partir de zéro. C'est-à-dire que de base, quand vous générez l'écran, il est vide et vous déposez un peu ce que vous voulez. J'aurais pu mettre potentiellement un visuel en forme de calendrier pour avoir de façon assez plus ludique les visites que je vais avoir sur la journée. Il y a vraiment plein de façons de designer un peu vos applications. C'est souvent la seule limite qu'on a, c'est un peu l'imagination dans le sens où il faut avoir des bonnes connaissances avec des gens qui font de l'UX et du design pour réfléchir du coup aux meilleurs moyens pour que les gens qui utilisent l'application puissent le faire de façon la plus simple possible. Donc là, je renseigne juste mes informations, je mets mon nombre de visiteurs, si je trouve ma souris. Ah, super, je dis que j'en ai 5. Je dis que mes personnes vont venir visiter mon site qui est sur Paris. Ils vont avoir besoin de tablettes et que la personne qui va faire le guide, ce sera Romain. J'enregistre et là, automatiquement, j'ai alimenté ma base de données. Donc, j'avais créé une table spécifiquement et ma donnée est arrivée à l'intérieur. Concrètement, en termes de base de données, ça ressemble à ça. Là, on est dans Power Apps et on est dans ce qu'on appelle le Dataverse, qui sont du coup des bases de données qui sont reliées du coup à la Power Platform, où c'est là où toutes les données qui vont être manipulées par Power Apps, Power Automate, va être stockées quelque part et aller stocker dans Dataverse. Ça va être là, à l'intérieur, vous allez créer des informations. Par exemple, j'ai créé une table qui s'appelle Factory Tour. Et à l'intérieur, vous allez retrouver les différentes informations, les différentes données que j'ai rentrées. Donc, tout à l'heure, j'ai créé une visite justement pour Londres le 26. Et je vais retrouver du coup ma ligne avec les différents éléments. Pour aller générer des nouvelles colonnes, pour aller caractériser ma donnée. En fait, ces données-là, une fois qu'elles sont stockées dans mes tables, je vais pouvoir après du coup les exploiter et créer de nouvelles applications, me brancher dessus, créer des flux, etc. Et donc là, ce qu'on voulait montrer par rapport à Fabric, c'est de se dire, OK, maintenant mes données elles sont stockées dans le Dataverse, comment est-ce que je fais pour les migrer dans Fabric? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ou non? Et spoiler, pas vraiment, dans le sens où je prends ma table qui est ici, j'ai un bouton exporter et j'ai un lien qui apparaît qui s'appelle lien vers Microsoft Fabric. Et quand je clique dessus, automatiquement, ça ouvre Microsoft Fabric et ça va aller stocker et créer le lien avec les différentes tables. Et à l'intérieur, du coup, je vais retrouver un lakehouse avec toutes les informations de table. Et ensuite, je vais pouvoir aller créer un jeu de données dans Power BI, donc qui va avoir un peu un rendu comme ça, qui va me permettre de visualiser ma data et de me dire, OK, ma base de données, c'est quoi? C'est que j'ai différentes tables. J'ai une table avec ma visite, et à l'intérieur de ces visites, elle est reliée à une table équipement, à une table location, qui correspond du coup à mes sites où je vais avoir mes visites, et une table aussi de system user, donc des gens qui vont faire la visite. Simplement, une fois que j'ai ma structure de données, je vais pouvoir aller construire un rapport Power BI, comme celui-ci, qui est moins bien développé que celui de Romain, parce que métier, mais en tout cas qui va me permettre de pouvoir prendre mes données et de les mettre sous forme de graphique pour que très rapidement, pour des gens qui prennent des décisions, de se dire, OK,
bah là, j'ai mes chiffres. Je sais que la personne qui fait le plus de visites chez nous, eh ben, c'est Romain, que mes sites sont généralement disposés plutôt en France, que les appareils qui sont souvent les plus utilisés, c'est bah, tout ce qui est libre, et de savoir quels sont mes sites les plus visités. Et donc voilà, le truc, c'est que j'ai ma donnée qui va être stockée à un endroit, et en fait, même si quand je vais venir alimenter ma table, automatiquement, et ben, la donnée va remonter dans Fabric, elle va être exploitée dans mon Power BI. Il y aura du coup cette synchronisation qui se fait plus ou moins vite. Normalement, ce sera sous la minute en tout cas, mais qui va me permettre de récupérer du coup ma donnée. Et donc, il y a vraiment cette interconnexion qu'on a entre la Power Platform, notamment Dataverse pour la partie base de données, et Fabric qui permettra après d'aller exploiter nos données pour après la transformer en quelque chose encore plus pertinent. Là, c'est juste un premier cas d'usage sur la partie Power Apps. Power Apps, Coralie vous a montré dans le PPT avec un exemple d'écran d'une application qu'on a fait pour un fonds d'investissement. C'était un cas d'usage qui était totalement différent. C'était des clients qui avaient besoin de faire des virements ou des investissements et des désinvestissements sur des fonds. Mais c'est vraiment selon le client, à chaque fois, on va avoir des thématiques qui sont différentes. Donc, tout est un peu adaptable. Mais ce qui est intraitable, c'est la donnée. On aura toujours de la donnée qu'on va récupérer à chaque fois, peu importe le besoin, que ce soit des visites sur site, que ce soit des investissements, que ce soit de la mise en vente de produits. On aura toujours de la donnée qui va être stockée quelque part et qu'on va devoir après exploiter pour la mettre en forme. Et donc voilà, c'est un peu des thématiques qui sont de plus en plus poussées en tout cas. Et donc déjà, moi j'espère que ça vous a permis d'avoir un aperçu un peu plus facile de OK, comment est-ce que je pars du début de j'ai une application, OK, c'est bien, les gens vont saisir de la donnée, ils vont en modifier. Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'exploite? Est-ce que déjà ça vous parle un peu ce type d'application, la partie Power Apps, Power Platform, ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà commencé à l'utiliser ou pas vraiment? Pas trop là-dessus encore? Ok. De quoi tu veux faire? J'ai essayé justement, c'est pour ça que sur la partie rafraîchissement, du coup, je disais que c'était pas forcément rapide. Depuis tout à l'heure, avant la démo, j'en ai créé 3 enregistrements. Donc du coup, depuis tout à l'heure, je réfléchis en espérant que le 7 passe à 10. J'ai lancé des rafraîchissements dans tous les sens, mais pour l'instant, non. Donc j'ai essa- j'ai essayé là, regarde, j'ai essayé sur le Lakehouse directement de rafraîchir. Et voilà, c'est un peu les effets démo, mais en tout cas, voilà. Pour le mot de la fin, Coralie, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui. Ce n'est que c'est bientôt l'heure de boire. Laisse mon écran si tu veux pour qu'on puisse terminer. Pour le mot de la fin, bah, merci d'être venu, merci de nous écouter pour la captation. Un grand merci pour tous les efforts de branchement, voilà, de câbles qui ont été faits. Donc, la prochaine étape, c'est en bas, c'est ça? Parce que Exactement. Bah, merci à vous et puis merci aux speakers. Merci beaucoup. 30 le prochain pour la présentation des nouveautés de .NET et d'autres qui vont arriver courant décembre l'année prochaine. Merci à tous.